Madame, Monsieur, bonsoir. Le 19h45 sur ITV qui vous délivre les informations proprement et sans fioriture. Voici la colonne vertébrale de ce journal. Il faut souhaiter qu'il n'y en ait pas autant qui passent entre les mailles des filets. Hier encore, 5 kg de cocaïne ont été découverts et saisis à l'aéroport Blaise Diagne. La poudre blanche provenant de la Guinée-Bissau était cachée dans des objets d'art. Le ministre de la Justice, qui n'aime pas trop réagir à chaud, est sorti de son mutisme au lendemain du procès mouvementé de Ndiaye qui concerne un maître coranique et des co-accusés. À l'issue du réquisitoire, le tribunal a été attaqué. Le garde des Sceaux vient de dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Nous goûterons tous à la mort. Colette Hubert Senghor a embarqué pour des horizons lointains. Le Sénégal lui a rendu un bel hommage. Dans ce journal, les horizons funèbres du président de la République au funérarium ainsi que l'archevêque de Dakar à la cathédrale. Un peu moins de 2000 nouveaux cas de sida ont été enregistrés dans notre pays l'année passée. Cela paraît dérisoire, mais c'est beaucoup trop pour une maladie d'une telle gravité. La journée mondiale de lutte contre le sida sera célébrée ce dimanche 1er décembre. Enfin, le sujet décalé de ce soir va porter sur cette habitude bien ancrée chez nos compatriotes à ne pas suivre rigoureusement leur traitement médical en cas de maladie. Dès qu'on ressent une petite forme de guérison, ça y est, on arrête tout et c'est totalement et tout à fait déconseillé. Dans un instant, le menu détail. C'est une autre saisie de drogue. Cette fois, cela a été opéré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Plus de 5 kilos de cocaïne sur lesquels la brigade de tourisme de la subdivision des douanes de l'AIBD a communiqué. Les événements sont intervenus hier aux alentours de 13 heures. Selon les douanes sénégalaises, la cocaïne et la méthamphétamine étaient dissimulées et encastrées dans des objets d'art convoyés depuis la Guinée-Bissau. La valeur de la marchandise est estimée à 520 millions CFA. Une personne est déjà en garde à vue. Le garde des Sceaux s'est à son tour prononcé sur l'affaire des talibés de Ndiaye, victime d'entraves au moyen de menottes artisanales de la part d'un maître coranique. Maître Malik Sall a exprimé sa totale désapprobation de ces événements, des événements d'hier au cours desquels le tribunal de grande instance de Louga a été purement et simplement attaqué. Il est ici au micro de Alioune Gueye. Je pense que ça a scandalisé comme tout le monde. Et moi aussi, en tant que ministre, ça m'a scandalisé. Je suis père de famille avant d'être quoi que ce soit et j'ai été talibé aussi. Mais le scandale, être scandalisé ne suffit pas. C'est pour ça qu'effectivement que les dispositions ont été prises pour que les auteurs effectivement de ces actes soient mis à la disposition de la justice et la justice prendra les mesures qu'il faut à leur encontre. J'ai eu le constat comme vous. Soyez assurés que les auteurs de ces méfaits qui seront identifiés seront sanctionnés à la hauteur effectivement de leurs actes. Restons dans le domaine judiciaire, le suivi de l'action publique et la remontée de l'information. C'est le sujet de la conférence annuelle des parquetiers. Le garde des Sceaux qu'on vient de voir, Maître Malik Sall était présent, ainsi que plusieurs acteurs de la justice. Le ministre a salué le travail ainsi que les avancées en matière d'exécution des peines qui restent pourtant le talon d'Achille de notre système judiciaire. Voici le compte rendu de Alioune Gueye et Séléman Diallo. Des acteurs de la justice qui se réunissent pour faire la mise au point du suivi de l'action publique, la remontée de l'information
une question qui tient à cœur à ces hommes de loi. Ce qu'on a appelé maintenant la remontée de l'information, ce sont toutes les informations sensibles qui se passent au niveau d'un parquet et dont le procureur doit rendre compte. Ça se fait déjà et ça s'est toujours fait. La nouveauté maintenant, c'est que nous voulons renforcer la procédure. Le garde des Sceaux magnifie le travail de certains procureurs sur l'exécution des peines. On a mis en place le bureau d'exécution des peines et j'ai remarqué avec satisfaction que ce bureau fonctionne, en ce sens en quelques mois, il a déjà pu collecter plus de 8 millions. Bien entendu, j'ai tenu à féliciter les acteurs justement de cette réussite, du procureur général au premier président de la Cour d'appel, aux procureurs et autres greffiers au niveau de Saint-Louis. Malheureusement, comme vous l'avez entendu au Sénégal, en général, jusqu'à maintenant, les peines qui ne sont pas assorties de mandat de dépôt sont rarement exécutées. Et les amendes qui sont prononcées pour le compte du Trésor public sont presque jamais recouvrées. Nous estimons qu'il y a au minimum une dizaine de milliards qui sont ainsi perdus pour le Trésor public. Ces acteurs de la justice pensent que cette remontée de l'information va apporter de nouveaux changements dans le fonctionnement de la justice. Ça devrait changer, comme j'ai dit, ça se fait déjà, mais la façon dont ça se fait, c'est déjà d'un point de vue institutionnel. C'est d'abord la responsabilité. Vous voyez par exemple, si la remontée d'informations se fait par des voies non conventionnelles, il y a même un problème d'information et un problème d'archives et un problème de mémoire. Et sans archives, sans mémoire, vous ne pouvez pas définir, vous ne pouvez même pas analyser des tendances. Donc vous ne pouvez pas définir, vous ne pouvez pas avoir de la politique pénale. Des acteurs de la justice qui évaluent le fonctionnement de leur secteur au moment où beaucoup de Sénégalais restent encore sceptiques. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre, ces hommes de loi vont se pencher sur les nombreux mots de la justice pour redorer son blason. Le monde est une tragédie pour celui qui s'en nous avait enseigné Horace Walpole, digne et fidèle jusqu'au bout. L'hommage du chef de l'État ce matin destiné à Madame Colette Hubert Senghor a été particulièrement chaleureux. C'était au cours de la cérémonie de levée du corps au funérarium de l'hôpital principal de Dakar. Nous entendons l'éloge funèbre prononcé par le président de la République. Les propos sont recueillis par Pape Alioune Sarr, Babacar Ndiaye et Cheikhouna Gueye. Colette Senghor nous livre une admirable leçon de vie, de dignité, d'amour et de fidélité. Fidélité jusqu'à la mort. Et quelle leçon, en effet! En ces temps où ces vertus cardinales sont si malmenées. Cérémonie instructive, parce qu'elle nous rappelle le rêve d'humanité du président poète, ardent défenseur des valeurs d'enracinement et d'ouverture, chantre infatigable du dialogue des cultures et des civilisations, qui mène à la civilisation de l'universel, symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Dans son amour fusionnel, le couple présidentiel que formaient Léopold et Colette Senghor symbolisait si bien les vertus du métissage biologique et socio-culturel qui enjambe les barrières et ignore les frontières. Colette a fait aimer sa Normandie à Senghor. Et Senghor a fait aimer son Sénégal à Colette. Je veux rendre hommage à celle qui, à l'ombre apaisante de son époux, fut une grande dame, une grande première dame, discrète dans l'espace public, présente, aimante et attentionnée
dans l'intimité familiale. Madame Colette Senghor a été inhumée auprès de Senghor et de Philippe Maguilène à Bel-Air. La messe de requiem a été présidée par l'archevêque de Dakar à la cathédrale du souvenir africain. On a noté les présences remarquables de l'ancien président Abdou Diouf et de Madame Elisabeth Diouf, du président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse et de plusieurs autres proches du président poète. Voici un extrait de l'intervention de l'archevêque de Dakar. Le rappel à Dieu de Madame Colette Hubert Senghor nous dicte un devoir de fidélité et de reconnaissance, en même temps qu'il réveille notre espérance en la vie éternelle auprès de Dieu. Dans le deuil, écrit Marcel Durer, nous vivons lucidité et proximité avec toute l'humanité dans sa quête de vie. Malgré le prestige de la fonction occupée par son mari, Léopold Sédar Senghor, comme président de la République du Sénégal, Madame Colette Hubert Senghor, qui nous rassemble aujourd'hui dans le recueillement et la prière, a vécu tellement à l'ombre qu'il n'est pas aisé de parler d'elle au-delà du cercle restreint de ses relations. Des voix autorisées ont d'ailleurs largement témoigné de sa vie, de ses qualités et de ses engagements, en soulignant son effacement et sa discrétion comme première dame du Sénégal. Après cette actualité d'hommage, nous reparlons un peu de justice. C'est une nouvelle bienvenue pour l'association des juristes sénégalaises. En Conseil des ministres hier, le président de la République a demandé le durcissement de la loi contre le viol ainsi que la pédophilie avec des peines sévères de réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de ces actes qu'on pourrait qualifier d'ignominie. Madame Abi Diallo, la présidente de l'AJS, est ici au micro de El Hadj Malick Cissé. C'est la satisfaction. Je me félicite de cette criminalisation de la loi qui a été vraiment un objectif que nous avons appelé de tous nos voeux. Et aujourd'hui que le président de la République accepte à notre demande, je suis satisfaite. Ce que nous comptons faire, c'est suivre le processus d'adoption. Aujourd'hui, le projet est transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons suivre son vote. S'il est voté et promulgué, c'est ça aux autorités judiciaires de l'appliquer. Et à ce niveau-là, nous suivrons. Nous suivrons, on aura les détails de la procédure, on aura les détails de l'enquête et de l'application. Et à ce moment-là, notre activité se situe à ce niveau-là, au niveau de la prévention de la commission des viols et de la pédophilie. Si ça arrivait, au niveau de l'accompagnement des victimes, dans la procédure judiciaire, extrajudiciaire, dans la prise en charge. Donc, nous attendons qu'elle soit promulguée pour vraiment veiller à son application. L'impunité n'est pas acceptable en Gambie. Les erreurs et crimes du passé doivent être évités et la justice doit passer afin que les victimes du régime de Yahya Jammeh puissent être reconnues. Ce sont là les préconisations d'une délégation du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme qui vient de séjourner dans la capitale Banjul. Le rapporteur Favioli réagit ici au micro de Amadou Barry.
À l'issue de cette mission, nous avons rédigé un rapport sur l'une des institutions clés de la justice transitionnelle qui est la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Ce rapport est une recommandation pour que le bourreau puisse rendre des comptes au terme du processus. Nous avons été agréablement surpris de constater que la commission de réconciliation abat un remarquable travail. Les auditions publiques sont très suivies, en témoignent les records d'audience. Cependant, on nous a rapporté que certains bourreaux ont toujours du mal à apparaître devant les enquêteurs de cette commission car, ayant toujours peur, nous invitons la structure à revoir certaines de ses façons de faire. Elle doit sensibiliser les victimes pour une participation plus inclusive. Elle doit dès maintenant se pencher sur les réparations pour les victimes de grosses violations des droits humains. Les réparations sont variées, différentes méthodes peuvent être employées. Toujours sur la justice transitionnelle, les autorités doivent accélérer le processus de réforme du secteur sécuritaire pour la réussite de la transition en cours. And finally, security sector reform and vetting process. Sur l'international, donc, le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Le récit des actualités du monde est pris en charge ce soir par Abdurrahman Ly. En République démocratique du Congo, les équipes de la riposte anti-Ebola ont été attaquées dans l'est du pays. Des attaques qui sont survenues dans la nuit du mercredi à jeudi, qui compliquent la lutte contre cette épidémie après une première attaque qui visait un camp des équipes de l'Organisation mondiale de la santé. Bilan 3 morts, un personnel du ministère de la Santé et 2 chauffeurs déployés par l'OMS. 5 blessés ont également été décomptés, ainsi qu'une autre personne portée disparue. Des dégâts matériels n'ont pas manqué non plus, avec beaucoup de véhicules incendiés. Un peu plus tard, les forces de sécurité sont venues pour sécuriser la zone. À rappeler que depuis une semaine, les interventions anti-Ebola sont paralysées à cause de ces violences injustifiées selon les autorités. Nous nous rendons à présent à Djibouti, ce pays stratégique de par sa situation démographique. Après Venise, c'est au tour des Djiboutiens de se réveiller aujourd'hui, les pieds dans les eaux à la suite de fortes précipitations inhabituelles en cette période de l'année. Le bilan provisoire est effroyable, 10 personnes retrouvées mortes, dont une famille de 6 personnes, père, mère et 4 enfants. Selon des sources officielles, ce sont 2 années de pluie qui sont tombées en un seul jour. Environ 250 000 personnes ont été touchées par ces précipitations si l'on s'en tient à une déclaration commune du gouvernement de Djibouti et des Nations Unies. Pour faire face à cette situation, un plan Orsec a été déclenché, ainsi que le déploiement de militaires sur le terrain. L'OMS a pour sa part procédé à la distribution de médicaments et de moustiquaires pour éviter que le paludisme ne se propage dans le pays. Direction la Libye à présent. À côté de la bataille pour Tripoli, une autre s'est engagée dans le sud-ouest du pays. Une bataille dont l'objectif est le contrôle des sites pétroliers du pays. Le dirigeant de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, accuse les forces fidèles au gouvernement d'union nationale de mener l'attaque avec des mercenaires tchadiens. Al-Fil, c'est le nom du plus grand champ pétrolier du pays qui fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Un champ pétrolier que le porte-parole de l'ANL informe désormais être en leur possession. Les hostilités se poursuivent avec une quinzaine de morts dénombrés lorsque les forces fidèles au gouvernement d'union nationale ont voulu mettre la main sur Al-Sharara, un autre champ pétrolier de la zone. Des champs pétroliers qui sont passés entre les mains des camps à plusieurs reprises et dont son symbole justifie qu'il soit autant convoité qui est le pouvoir en Libye. On va ajouter à la suite de Abdurrahman Ly ce bain de sang dans le sud irakien à Nasiriyah et Nadjaf où 28 personnes ont été tuées ce jeudi. C'est la journée la plus meurtrière depuis le début de la contestation contre les dirigeants qualifiés de corrompus et qui seraient frappés d'impéritie. Les protestataires ont incendié hier le consulat d'Iran à Najaf, l'Iran, qui est décrit comme le parrain du pouvoir de Bagdad.
On parle santé, personne n'est complètement immunisé. On peut attraper à tout moment un microbe ou choper un virus. Une fois qu'on tombe malade, le médecin prescrit une ordonnance pour un traitement. Mais les Sénégalais ont souvent du mal à suivre rigoureusement, dès qu'on ressent une petite amélioration. On a tendance à arrêter le dit traitement. Cela relève d'un comportement plutôt à risque. C'est un sujet signé Mamadou Bipa Sissoko et Sidignan. Suivre son traitement médical jusqu'à la fin de celui-ci, une attitude que peu de Sénégalais adoptent. Et pourtant, cela peut s'avérer dangereux. Il y a ce qu'on appelle la demi-vie. Ça veut dire que c'est une durée au cours de laquelle le médicament est actif. Et à la fin, malheureusement, de cette durée, le médicament est éliminé de l'organisme. C'est la raison pour laquelle des prises doivent se faire au jour le jour par rapport à certains médicaments. Et ça, je donne juste l'exemple de ce que nous connaissons tous, le paludisme. Il y a des cas où le paludisme, s'il est simple, on met un traitement pour une durée de 3 jours. Et malheureusement, si le malade se contente d'une seule prise, il peut nous revenir dans des cas de paludisme grave, voire de neuropaludisme. Au-delà de l'exemple du paludisme, les bactéries nécessitant la prise d'antibiotiques peuvent s'avérer coriaces et dans ce cas, un bon suivi du traitement est primordial. Il y a 2 aspects. Parce que des fois aussi, il y a l'aspect durée du traitement. Et la durée du traitement dépend de l'affection. Donc il y a des affections pour lesquelles, même si le malade, en cours de prise, il ressent une sensation de guérison, il doit continuer la prise. Je donne l'exemple des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est un combat que nous menons contre des bactéries. Et des bactéries sont tellement résistantes, des bactéries sont tellement mutantes, que la durée de la prise doit être respectée, même s'il y a une sensation de guérison. Au-delà du suivi du traitement, ce médecin note un autre comportement tout aussi dangereux. Il arrive des fois que des patients se rendent dans des officines privées, ils adressent l'ordonnance au pharmacien et lui demandent de leur donner le médicament entre guillemets le plus urgent ou le médicament le plus efficace pour avoir à moins dépenser. Et je pense qu'il faut vraiment que nos collègues soient conscientisés par rapport à ça. Et dans la mesure où même pour des préoccupations financières pécuniaires, je pense qu'on peut demander même au malade de retourner voir son praticien et que celui-ci réadapte sa prescription en fonction de la poche de son malade. Le domaine de la médecine demeure complexe, mais souvent par manque d'informations ou de moyens, certains Sénégalais s'aventurent à l'automédication, un autre comportement à bannir. Avant, on parlait de salut. Aujourd'hui, la santé occupe toute la place. Près de 2000 nouveaux cas d'infection liés au sida. C'est le chiffre qui a été enregistré en 2018 par le Conseil national de lutte contre le sida. C'est ce dimanche, en effet, qu'a lieu la journée internationale de lutte contre la pandémie. À la veille de celle-ci, le bureau régional ONU-SIDA s'est adressé à la presse pour en expliquer les tenants et les aboutissants et a même sorti un nouveau rapport. Moustapha Gabar Diop et Augustin Mandan. En 2018, près de 38 millions de personnes vivaient avec le VIH-Sida dans le monde et près de 2 millions de personnes avaient été nouvellement infectées. Dans le cadre de la lutte contre le sida, l'accompagnement des communautés fait souvent la différence entre la vie et la mort selon le dernier rapport annuel de l'ONU-SIDA. Il serait même incontournable. Dans les coins les plus reculés, là où notre système de santé ne peut pas arriver, c'est les relais communautaires justement qui prennent le relais, qui engagent les communautés, qui vont délivrer le message de prévention, qui vont orienter les personnes qui ont le VIH-Sida vers les structures de santé, mais qui les accompagnent aussi dans la prise en charge médicale. Les communautés vont faire la différence parce que nous croyons à la fin du VIH-Sida, mais elle ne peut pas se faire sans l'implication des communautés. Au-delà de la prévention, les communautés sont également un relais pour les services de santé, pour le dépistage et le traitement du VIH. L'une des composantes majeures sur lesquelles nous travaillons actuellement, c'est véritablement dépister les gens et les traiter. C'est un test and treat. C'est une stratégie extrêmement importante qui permet en fait d'atteindre l'objectif de 3,90, à savoir dépister 90% des personnes vivant avec le VIH
mettre sous ARV 90% des personnes vivant avec le VIH, mais aussi faire en sorte que 90% des personnes qui sont sous ARV restent dans le traitement et aient un taux de détection du VIH dans leur sang qui n'existe plus. Pour la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, de nouvelles approches sont nécessaires pour éliminer le sida d'ici 2030. Nous devons accélérer les stratégies, nous devons aller plus vite, nous devons innover, amener de nouvelles choses pour espérer éliminer l'épidémie du sida d'ici 2030. Et nous avons de bons résultats, mais les résultats restent insuffisants chez les enfants. Nous devons nous mobiliser, trouver des ressources, trouver des partenaires pour accompagner la communauté à nous aider dans la prise en charge des enfants. À l'instar du monde entier, le Sénégal célébrera également la Journée mondiale de lutte contre le sida ce dimanche. Cette année, l'accent sera mis sur le traitement des enfants et la prévention de la transmission entre la mère et l'enfant. Voilà, c'est avec ce dossier santé qu'on boucle cette édition. Dans un instant, vous aurez les prévisions de la météo avec Sophia Ba qui seront suivies des inspirations du professeur Songué Diouf. Ensuite, Keno Askanui qui sera dirigé par Soda Diakoumpa, la grande dame de Kaolack. Merci donc de votre aimable attention et bonne soirée.